Oumniobé, c'est moi qui ai donné ma vie pour vous, mes chers frères. J'ai donné ma vie pour les Camerounais, pour les peuples colonisés. Il faut bien le comprendre. Parce que les colons français voulaient effacer le Cameroun si je ne mourais pas. Et Dieu qui m'a renvoyé aujourd'hui m'a dit de me laisser tuer en 58. C'est ce que j'avais fait. Et j'ai prédit mon retour pour parachever ma mission. Alors il fallait que je me reconnaisse. Je suis Ruben Oumniobé, mort en 58, revenu sous une nouvelle forme corporelle. Et on m'a donné le nom d'Esaïe Bikani. Camarades, combien de fois faudra-t-il entrer nos héros, voir revenir nos dirigeants pour comprendre que l'histoire ne pardonne jamais? Combien de fois faudra-t-il bercer des cercueils, élever des tombes, verser des larmes, avant de voir que l'histoire, elle, se venge? Ce 13 septembre, Oumniobé nous regarde. « 67 ans après sa mort, son ombre marche encore dans nos forêts, ses pas résonnent dans nos rues, son nom brûle dans nos mémoires. Il n'est pas un fantôme, il n'est pas un souvenir, il est une question vivante. Ses yeux brûlants d'attente et de reproche nous fixent. Et de savoir que même les balles n'ont pas étouffé tombe. Une question terrible, une question qu'aucun peuple ne peut éviter. Vos divisions d'aujourd'hui valent-elles le sang versé hier? Car il ne s'agit pas seulement d'un reproche formulé à nous, mais d'un jugement. Un jugement de l'histoire. Un jugement des martyrs. Un jugement de ceux qui sont tombés sans croix ni sépulcre, mais qui, aujourd'hui encore, réclament justice. De l'attaque du 13 septembre 1958, je reste le seul survivant. Donc ce jour-là, non seulement Podor le Ruben Oumniobé a été assassiné, mais son plus proche collaborateur Yembak a été assassiné. Ma grand-mère maternelle, Ruth Ngonkam, a été assassinée. Et il faut dire qu'au moment de l'assassinat, j'étais à côté d'elle, et ce qui fait que j'ai ramassé une balle. Donc avec le temps, ça s'est cicatrisé. Mais ça reste toujours à l'intérieur, et puis symboliquement, je me dis, bon, dans le drapeau, le rouge du drapeau camerounais, j'y suis aussi pour quelque chose, c'est aussi mon sang qui est versé. Septembre, la saison des pluies. La terre est humide, les forêts sont lourdes. Le silence, et dans ce silence, une date se lève. 13 septembre 1958. Ce jour-là, au cœur de la forêt de Libi-Lingui, un homme tombe. Un homme traqué, un homme sans uniforme, sans armée, mais avec une arme plus puissante que toute, la parole. Ruben Oumniobé, il l'appelait Mpodol, celui qui porte la parole du peuple. Car c'est bien ce qu'il fait, la voix de ceux qui n'en avaient pas. La voix des paysans écrasés par l'impôt, des ouvriers usés par la sueur, des femmes fatiguées par la misère, des jeunes humiliés par l'injustice coloniale. Oumniobé parlait et sa voix dérangeait. Il parlait d'indépendance à une époque où l'on nous disait encore que nous n'étions pas prêts. Il parlait d'unité à une époque où le colon coupait nos tribus, opposait nos ennemis, divisait pour mieux régner. Il parlait de dignité à une époque où le mot nègre voulait dire serviteur. Et parce qu'il parlait trop fort, on voulait l'éteindre. On interdit son parti l'UPC. On traqua ses militants comme des bêtes. On le força à se cacher dans la forêt, lui, l'orateur qui rêvait des tribunes. Mais même traqué, même isolé, Oumniobé portait en lui une conviction brûlante. La liberté ne s'implore pas, elle se prend.
La dignité ne souffre pas, elle se conquiert. Alors, ce 13 septembre 1958, les balles l'ont couché dans la poussière. Son corps a été jeté, enterré à la haine, sans tombe, sans croix. On croyait ainsi tuer sa mémoire. Après avoir confirmé, effacé sa trace. Mais on ne tue pas une idée. On ne tue pas un cri. On ne tue pas une mémoire. On ne tue pas un peuple qui veut être libre. Aujourd'hui encore, l'image de Umnyobe nous poursuit. Non pas comme un héros figé dans les livres, mais comme une question qui brûle. Que faisons-nous de son sacrifice? Que faisons-nous du sang versé par lui et par tant d'autres? Son nom est devenu une cicatrice au cœur du Cameroun. Une cicatrice qui rappelle que notre indépendance fut arrachée dans la douleur, dans la division, dans le sang. Et qu'elle reste inachevée tant que l'esprit de justice, de vérité et de liberté qu'il incarnait n'aura pas triomphé. Ruben Umnyobe n'est pas mort. Il nous regarde. Il nous juge. Et il nous demande des comptes. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que soutenir Paul Biya revient en fait à trahir la mémoire de votre père, dans le sens où lui-même est héritier direct de ceux qui ont été placés au pouvoir au détriment des vrais indépendantistes? Ouais. Alors ça, c'est le tribunal de l'histoire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tout être humain peut changer. L'intérêt du pays, ça doit primer. Moi, c'est ça qui compte. En 2018, vous pensiez qu'il poserait un geste s'agissant de votre père? Ah oui. Puisque il avait eu la gentillesse de me recevoir. En 2017. Avec ma mère, il avait dit ça à ma mère. Je poursuis le travail commencé par votre mari. Donc j'attendais quelque chose venant de lui. Et c'est pas faute de l'avoir demandé. Qu'est-ce qu'il vous avait promis? Qu'est-ce que vous attendiez très concrètement? Je m'attendais quand même qu'on facilite le transfert des restes de ces personnes-là. Qu'on cite leurs noms dans les discours officiels, qui ont défié les lieux de mémoire, les dates de commémoration et tout ça. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Si je vous dis que je ne suis pas dessus, c'est que je suis un menteur. Il ne suffit pas de prononcer le nom d'Umnyobe. Il faut entendre le bruit du sang qui l'a accompagné. Car derrière lui, il y avait des centaines, des milliers d'autres. Des villages entiers incendiés, des familles décimées, des militants traqués dans la forêt, des femmes violées, des enfants jetés en prison. Voilà le prix de notre indépendance. Un prix payé dans la chaise et dans la douleur. Et pourtant, pendant des décennies, on nous a demandé de nous taire, de ne pas prononcer ses noms, de ne pas commémorer ses morts, comme si le silence pouvait faire oublier le sang. Mais le sang ne se taisait pas, le sang pleurait, le sang exige. On estime qu'il a eu un certain leadership dans la constitution de l'UPC. Il serait donc de mauvaise foi de la part de tout le système éducatif de ne pas pouvoir intégrer une telle notion dans la mémoire de nos apprenants. Ruben Umnyobe n'était pas seul. Aux côtés du Podol, il y eut Félix Roland Moumié, empoisonné à Genève en 1960. Il y eut Ernest Wandier, fusillé en 1971, dernier grand maquisard de l'UPC. Il y eut Abel Kingé, brisé par l'exil et la répression. Et combien d'anonymes? Combien d'anonymes? Des noms effacés des registres, des corps jamais retrouvés, des larmes qui n'ont jamais séché. Le sang des martyrs n'est pas une métaphore, c'est une dette. Une dette que chaque génération doit honorer.
Que voyons-nous? Un pays souvent divisé. Des partis qui s'affrontent plus qu'ils ne s'unissent. Des ambitions personnelles qui l'emportent sur la cause commune. Comme si les divisions d'aujourd'hui étaient plus fortes que le sang versé ici. Et c'est là que l'histoire se venge. Car l'histoire n'est pas un musée. L'histoire est une flamme. Et si nous la trahissons, elle nous brûle. Si nous la régnons, elle nous poursuit. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on enseigne également à ces enfants qui a été Félix Roland Momier, qui a été Ernest Ouandié, qui a été Douala Mangabel, qui a été Martin Possamba. On peut en citer comme ça plusieurs. Voyez le paradoxe. Pendant que certains honoraient discrètement la mémoire d'Oumniobé dans les villages, d'autres l'effaçaient des manuels scolaires. Pendant que des familles pleuraient leur mort, on enseignait aux enfants un récit tronqué, édulcoré, qui ne disait rien de la tragédie. Pendant que des voix exigeaient vérité et réconciliation, on répondait par le silence et par l'oubli. Mais l'oubli est un mensonge. Et le mensonge finit toujours par exploser. Quand le sang du martyr coule, il ne s'évapore pas. Il pénètre la mémoire. Il éclaire le mensonge des discours, la bassesse des compromissions. Quand Oumniobé tombe, le système verrouille la vie politique. Il interdit l'UPC, disperse ses survivants, massacre les enfants du maquis. Et la République qui advient une république de façade octroyée, soumise, bradée à la France-Afrique. L'indépendance n'est que masque. Les martyrs voient leur nom traîner dans la boue, présentés comme des terroristes, fouteurs de troubles. Mais non, le Cameroun libre, c'était leur vœu, c'était leur serment. Le sang continue de couler en silence dans les villes et les villages, et l'âme du pays reste prisonnière. L'histoire du Cameroun dans les manuels, c'est-à-dire que Ruben Oumniobé et ses compagnons sont considérés comme des terroristes, des gens qui n'ont pas de valeur. Vous voulez dire qu'à l'école, on vous enseigne que votre père était un terroriste? Un terroriste, oui. Et après ça, je passe l'enseignement secondaire où vraiment ça s'accentue. On m'interpelle, les camarades me conseillent de changer de nom pour vivre heureux. Parfois, dans la ville, je suis convoqué par les forces de l'ordre sans savoir pourquoi. On me pose des questions, on me dit voilà, vous portez un nom difficile. Peuple camerounais, combien de fois as-tu vu tes héros bannis? Peux-tu compter tes martyrs? Saignes-tu encore des drames de Bafoussam, Koutaba, Ezeka, Boumniobel, Vormeka, Ekitié, Douala? Les enfants grandissent sous le regard interdit de Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Roland Momier. L'exil est aussi intérieur. Souvent, tu acceptes l'humiliation, la peur, la douleur sèche sous la botte des puissants. Le nationalisme est devenu un des plus suspects. La jeunesse, un espoir brisé, dispersé aux quatre vents. Les martyrs deviennent fantômes et les vivants oublieux. Alors, Oumniobé se lève dans nos mémoires. Alors, Moumié revient dans nos consciences. Alors, Ouandié crie encore au creux de nos nuits. Tous ensemble, ils forment une armée invisible, une armée de morts qui nous demande: qu'avez-vous fait de notre combat? Qu'avez-vous fait de notre sacrifice? C'est cela, chers abonnés, le poids du sang. Une question qui traverse le temps. Une dette qu'aucune génération ne peut esquiver. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
face aux crises politiques, face au verrouillage de la République, face aux batailles électorales, nous ne pouvons pas les considérer comme de simples querelles de pouvoir. Non. Elles sont la continuation d'un drame historique, un drame commencé dans le sang d'Oumniobé et de ses camarades. Un drame qui ne prendra fin que lorsque la justice, la vérité et la liberté triompheront. Face à la mort, Oumniobé a légué une certitude. Le silence ici n'est pas une paix, c'est une trahison. Des femmes, des hommes de différentes tribus, tous unis dans la douleur. L'UPC, ce fut l'âme de la liberté, ce fut l'incarnation de la révolte contre tous les jougs. Colons, France-Afrique, tribalistes, affairistes, mais leurs vainqueurs effacent leur nom, brûlent les archives, noient leur voix. Voilà pourquoi le sang demande compte, et ce compte, c'est à nous, aujourd'hui, qu'il est réclamé. Comment bâtir la nation camerounaise? D'abord, en connaissant ses racines, en les protégeant, en les entretenant afin qu'elles ne sèchent pas. Ensuite, en la réconciliant avec elle-même, avec son histoire. Aujourd'hui, en ce 13 septembre, l'histoire se fait farce et tragédie. Un général, Maurice Kamto, rentre à la maison. Il quitte un bastillon étranger, le Manidem, pour retrouver le MRC. Un général dans un labyrinthe, l'homme qui rêve encore de troubler les lignes, de briser les chaînes d'un système verrouillé jusque dans les fibres, jusque dans la loi, jusque dans l'âme. Kamto, âme du MRC comme du PC, fut l'âme de la liberté. Mais le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le terrain ouvert du combat. C'est une arène cadenassée, un échiquier piégé, un dédale de contraintes et d'ombre. Le système verrouille, le juge, l'administration, la police, la rue, même les rêves. Kamto veut contourner, transgresser, créer une brèche. Il tente la manœuvre de ménager son aura, s'habiller d'une bannière neuve. Mais le tribunal frappe. Barbarie administrative, rejet, humiliation publique. Il doit rentrer. Devoir de retour annoncé au peuple. Est-ce une capitulation? Est-ce ruse du guerrier ou trahison de l'idéal initial? La foule gronde, dénonce. Mais la vérité, c'est que tout leader ici avance sur des charbons ardents, sur les ossements des martyrs. Il le regarde lui aussi, ses propres divisions, ses hésitations, ses reculs, le sang séché sur le drapeau, crie vengeance, exige fidélité. Kamto, obligé de jongler entre les pièges, doit se muer en légende vivante. Non pour lui, mais pour ceux que le passé a broyé. Il porte plus qu'une étiquette, il porte la dette de sang, de mémoire, d'honneur. Le retour du général est comme toujours ici, un exil intérieur, car le champ de bataille n'est pas seulement électoral. C'est la conscience d'un peuple qui a tant donné, tant perdu et qui réclame justice maintenant, pas demain. C'est le prix du sang. C'est la rançon de l'oubli. Sur le chantier de la construction nationale, nous devons reconnaître les mérites des uns et les fourvoiements des autres, mais aussi les prises de conscience silencieuses, parfois tardives, de ces fourvoiements. Nous devons les reconnaître avec la ferme volonté de les faire reposer tous ensemble dans le grand sillon de notre histoire commune, celle d'une nation camerounaise réconciliée, apaisée et fraternelle. Mais que nous dit le sang? Il parle. Toujours. Il parle depuis les fosses anonymes où dorment les martyrs. Il parle depuis les prisons où gémissent les opposants.
Il parle depuis les rues silencieuses où les foules se dispersent, battues par la peur. Le sang est mémoire. Le sang est témoin. Le sang est juge. Et ce juge, il est sévère, car il nous rappelle que rien n'a vraiment changé. Qu'hier, Oumniobé tombait sous les balles coloniales, et qu'aujourd'hui encore, l'on étouffe les voix qui réclament justice. Qu'hier, les villages brûlaient dans les maquis, et qu'aujourd'hui encore, des régions entières pleurent sous la violence et l'abandon. Qu'hier, des héros portaient leurs rêves comme des armes, et qu'aujourd'hui encore, leurs héritiers se heurtent au même mur. C'est cela, le drame du Cameroun. Une histoire qui bégaye. Une tragédie qui se répète. Un peuple condamné à revivre la douleur de ses ancêtres. Mais ce sang n'est pas versé en vain. Il enseigne. Il brûle pour éclairer. Il saigne pour avertir. Main dans la main. C'est ainsi que je rêve la nation camerounaise, guérie de ses blessures et tournée vers un avenir que je sais radieux. La leçon est simple, mais terrible. Nos divisions sont des trahisons. Chaque fois que nous nous déchirons, c'est le visage d'Oumniobé qui se couvre de sang. Chaque fois que nous nous soupçonnons, que nous nous trahissons, que nous tournons le dos les uns aux autres, c'est la balle de 1958 qui repart, transperçant encore et encore le corps de martyr. Alors, comprenons. Comprenons que la liberté ne pardonne pas l'impatience, ni la division, ni la naïveté. Comprenons que l'histoire ne récompense pas les faibles, mais qu'elle se venge toujours des peuples qui n'ont pas su écouter leurs martyrs. Et voici, dit-on, que se dresse devant nous un général revenu. Non pas comme un sauveur solitaire, non pas comme une idole, mais comme le rappel vivant que le combat continue, que le combat n'est jamais terminé, que le sang versé n'a de sens que si nous le transformons en victoire. Voilà la leçon des morts. Le sang appelle l'unité, le drame exige le courage, et l'histoire cruelle ne sauvera que ceux qui se lèveront ensemble. Merci à tous.